Bonjour, buenos días à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette premier séminaire sur les objectifs de développement durable. Et pour nous, c'est un grand plaisir. C'est la première activité d'un programme de formation à l'OUI, et un programme que nous avons lancé l'année dernière pour promouvoir la formation sur les objectifs de développement durable. Et nous avons beaucoup d'invités de participants de l'Amérique latine, donc si vous me permettez, je vais changer, je vais switcher en español pour accueillir nos participantes latinoamericanos. Entonces, buenos días a todos y a todas. Es un placer para nosotros recibirlos en esta primera actividad de un programa que lanzamos a finales del año pasado por parte de la Organización Universitaria Interamericana, la OUI, un programa para apoyar y promover la formación sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? En el día de hoy tenemos el placer de recibir a una colega del Instituto Nacional de Investigación Científica, el INRS, en Quebec, que va a hacer una presentación sobre cómo comprender y utilizar los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto universitario. Voy a permitirme presentar a nuestra colega Maxine Dandois Fafard. Ella es asesora en desarrollo sostenible en la dirección científica del Instituto Nacional de Investigación Científica. Trabaja allí desde el 2022. Es titular de una maestría en administración de empresas con especialización en responsabilidad social y ambiental y una licenciatura en estudios internacionales. Fundó una agrupación que se llama Centro, Centro de Agua, que es una agrupación estratégica interuniversitaria de investigación sobre la gestión del agua, y también se ha desempeñado como directora técnica y coordinadora del sector de agua en la Red sobre el Medio Ambiente en el INRS. Es especialista en estrategia, gestión de proyectos y movilización de stakeholders. También participa como administradora y voluntaria en diversas organizaciones, facilitadora de talleres y bueno, actualmente cursa su maestría profesional en acción climática en la Universidad Laval. Entonces, bienvenida Maxine con nosotros, es un placer tenerte. Bueno, para los colegas latinoamericanos, les queremos informar que la presentación va a ser en francés, ¿sí? Vamos a utilizar los subtítulos escritos del PowerPoint, ¿sí? Para que puedan leer en español lo que se diga en francés. Yo me voy a permitir volver al francés para completar esta introducción de Maxine con los colegas que se conectan desde la ciudad de Quebec, desde la provincia de Quebec y desde, bueno, que sean de habla francesa. Y ya pasamos a darle la palabra a Maxine. Permítanme porque estamos experimentando este sistema que es bastante interesante, en el cual vamos a, eh, perdona, en el cual se puede tener la traducción de los subtítulos en español. Bueno, lo va a utilizar Maxine ahora porque yo les acabo de hablar en español, entonces no va a ser necesario por mi parte. Entonces, bueno, bienvenue Maxine, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui dans cette première activité de notre programme de formation sur les objectifs de développement durable pour les collègues québécois qui se joignent à nous aujourd'hui. Je voudrais brièvement introduire Maxine. Elle est conseillère en développement durable à la direction scientifique de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Elle détient une maîtrise en administration des affaires avec une spécialisation en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Elle a fait un baccalauréat en études internationales et a participé à la mise au pied du Centre un recrutement stratégique interuniversitaire de recherche sur la gestion de l'eau. Elle a également œuvré à titre de directrice technique et coordonnatrice du secteur eau chez le réseau environnement.
Et Maxime est spécialiste de la stratégie, de la gestion des projets, de la mobilisation des stakeholders. Elle est également impliquée en tant qu'administratrice et bénévole dans diverses organisations et animatrice des fresques de la biodiversité et des nouveaux récits. Elle est précédemment inscrite à la maîtrise professionnelle en action climatique à l'Université Laval. Alors, merci beaucoup, Maxime, d'être avec nous. Je te laisse la parole. Et juste pour dire qu'à la fin, il y aura ça va être un webinaire très dynamique. Vous allez le voir. À la fin, il y aura une session de questions pour pouvoir échanger avec les participants. Et nous allons aussi utiliser, étant donné que nous avons beaucoup de participants de l'Amérique latine, nous allons aussi utiliser des sous-titres en espagnol dans la présentation de Maxime. OK, Maxime, bienvenue et la parole est à toi. Merci, merci beaucoup, Monsieur Daniels. Oh, je vois que Ouais. les... Ah oui, normalement, vous voyez les sous-titres en espagnol apparaître sous ma présentation. Est-ce que tout est bon? Oui, tout est Oui, parfait. Ben, bonjour à tous, à toutes. Permettez-moi quand même de dire bonjour a nos collègues hispanophones. Donc, hola a todos los hispanohablantes que están conectados. Saben que aquí en Quebec estamos ahora mismo sufriendo una tormenta invernal que espero será la última del año. Así que espero que no se vaya la electricidad durante la presentación. Y como es, y como lo ha dicho señor Daniel, hablo español, pero no muy a menudo, así que no dudéis preguntarme algo en español al fin de la presentación. Voy a hacer lo que puedo para responder en espagnol. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec moi ce midi. J'espère que vous êtes tous, pour ceux qui sont au Québec, bien au chaud à la maison et non pas sous la tempête de verglas. Donc aujourd'hui, je vous parle de comment utiliser les objectifs de développement durable, donc, que j'appellerai ODD pour le reste de la présentation, dans un contexte universitaire. Donc merci d'abord à Louis, à l'Organisation universitaire interaméricaine, d'avoir organisé cette série d'activités de formation sur les ODD. Sachez aussi que la présentation se déroule dans le cadre du mois canadien des ODD qui revient chaque année durant le mois de mars. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet des ODD dans les établissements de recherche et d'enseignement, mes collègues de l'Institut EDS vont donner une présentation sur le même sujet la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, ou plutôt en après-midi, pardon, mais du point de vue un peu plus appliqué, un peu plus pratique, avec un panel d'experts et d'expertes qui vont vous parler de comment ils intègrent les ODD dans les universités. Je pense que ma collègue Ashley Burns est en ligne. Je l'invite à mettre le lien pour s'inscrire à l'événement dans le clavardage. Donc, aujourd'hui, je vous parle rapidement de développement durable, même si je suis certaine que vous connaissez déjà les grands principes. Ensuite, je vous parle des objectifs de développement durable de l'ONU et puis des quatre façons par lesquelles, selon moi, les universités peuvent répondre ou contribuer aux ODD. Mais avant tout, pour vous connaître un peu mieux aujourd'hui puis savoir comment ça va, je vous partage un premier sondage. Alors, j'espère que ça va marcher. Je vous partage un sondage qui devrait apparaître à l'écran avec trois petites questions. Je vous invite à y répondre seulement pour savoir à qui je m'adresse aujourd'hui, donc de quel type d'organisation vous venez, euh, votre rôle dans l'organisation, et puis je vous demande aussi votre humeur de la journée en chanson aujourd'hui. Est-ce que vous sentez plus I Will Survive, Happy, Let It Be des Beatles ou encore Don't Stop Me Now de Queen? C'est très drôle parce que le PowerPoint traduit tous les titres de chansons en espagnol, en tout cas. Donc, je vois les résultats qui rentrent. On a une douzaine de réponses. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Désolée, pour les hispanophones, les questions sont en français uniquement. La prochaine fois, on fera mieux et on les traduira. Donc, je vais mettre fin au poll et vous partager les résultats parce que c'est toujours amusant. Donc, 88%, je pense que vous voyez les résultats à l'écran si je ne me trompe pas. Euh, donc, vous venez en particulier.
en grande majorité d'universités, c'est bien, on a quelques professeurs en ligne, beaucoup de personnel professionnel qui sont là également. Et puis, ben, c'est bien, la plupart des gens se sentent comme Let It Be des Beatles. J'aime ça. Oups, là, si j'enlève ça comme ça. Voilà, je continue donc avec ma présentation. Développement durable. Je pense que vous le savez, le développement durable, la définition la plus acceptée est celle de Gro Brundtland dans son rapport Our Common Future. Donc, c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre celles des générations futures. Et on présente souvent les trois piliers du développement durable, l'environnement, la société et l'économie. Moi, j'aime bien les présenter de cette façon-là, de façon un peu interreliée, parce que c'est vraiment à l'intersection des trois piliers qu'on va trouver quelque chose qui est durable. Si on a seulement deux, par exemple, quelque chose qui serait bon pour l'environnement et pour la société serait soutenable, mais pas nécessairement durable. Une autre façon de parler de développement durable aussi, c'est cette belle citation que j'aime bien d'un délégué africain anonyme, supposément au sommet de la Terre de 2002, qui aurait dit que c'est tout simplement enough for all forever. Donc, tout est là. Donc, c'est d'en avoir assez pour tout le monde. Donc, de façon d'être sobre, d'en avoir de façon équitable pour tout le monde, puis surtout d'en avoir pour toujours, pour toutes les générations qui vont nous suivre. Une autre façon avec laquelle j'aime bien parler du développement durable, c'est l'économie du beigne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà ce principe-là, mais on prend les limites planétaires, donc les 9 limites planétaires écologiques que vous connaissez peut-être, auxquelles on ajoute un plancher social. Le plancher social nous vient d'ailleurs des ODD. Donc, ça nous fait un genre de bouée de sauvetage ou de beigne ou de donut dans lequel on retrouve un espace en verre pâle qui est sûr pour toute l'humanité. Donc, ça, c'est un concept qui a été publié par Kate Raworth, pardon, qui est professeure à Oxford, qui a travaillé à l'ONU, au PNU, qui promouvoit cette façon de parler d'économie. C'est rendu quand même assez répandu. Puis ça se veut vraiment on demande en fait à ce qu'on enseigne l'économie différemment maintenant. La seule façon qu'on va trouver, qu'on va pouvoir continuer à avoir une planète habitable pour l'espèce humaine, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas la planète qu'on veut sauver, c'est l'espèce humaine. Donc, si on veut garder cette espèce humaine-là en santé, dans une société qui est juste, où tout le monde a accès à de l'eau, à de la nourriture, où tout le monde a une chance de prospérer, ben ça doit se faire dans cet espace-là qui respecte à la fois les limites planétaires, donc du changement climatique, de la désertification, la pollution, et puis qui respecte le plancher social. Donc, si vous ne connaissiez pas l'économie du beigne, le donut economy, je vous invite à aller en chercher plus parce que c'est vraiment très intéressant comme façon de voir les choses. Euh, Rapidement, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que, en tant que personne qui œuvre dans une université, vous pensez que ça vous concerne? Vous pouvez mettre un petit pouce si vous pensez que ça vous concerne. Puis là, je réalise que je vois même pas vos pouces, mais j'espère que oui. Est-ce que les fonctions de pouce sont activées? Peut-être pas. Ah, on voit des mains, c'est pas grave. Parfait. Donc, je pense en effet que ça concerne tout le monde, que ce soit les individus, les organisations, les politiques et surtout les universités. Euh, Pourquoi? Parce que malgré l'état d'urgence climatique qui a été déclaré par le Canada et plusieurs autres pays en 2019, force est de constater que l'injustice, la pollution, les guerres existent toujours. Puis pour faire face à la crise du logement, à la crise climatique, à la crise de la biodiversité, il va falloir agir de manière radicale et urgente et surtout à tous les niveaux de la société. C'est pour ça que les universités sont, selon moi, idéalement placées pour mener une telle action radicale, mais je trouve qu'en ce moment, elles échouent à le faire ou à le faire assez rapidement. C'est sûr que les universités, c'est des gros paquebots à faire tourner, mais je pense qu'on peut le faire quand même. Ici, donc, je vous propose de voir comment on peut utiliser le cadre conceptuel des ODD
pour mieux faire en tant qu'université, puis faire en sorte que nos universités répondent réellement aux défis du 21e siècle. Donc, les ODD, ben, rapidement, je vous relance un petit sondage. Si je fais ça comme ça, sondage numéro 2, juste pour voir quelle est votre connaissance des ODD. Est-ce qu'elle est excellente, bonne, mauvaise, ou vous ne savez pas de quoi je parle du tout? OK, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Parfait. OK, donc c'est assez partagé. Je vais vous mettre les résultats à l'écran comme ça. Donc, la plupart des gens les connaissent. C'est bon. Il y a quand même quelques personnes qui les connaissent moins, donc ça tombe bien. Je vais vous les présenter à l'instant. Euh, Ça comme ça ici. Donc, tout a commencé en fait au sommet de la Terre de Rio de 2012, qui se passait 20 ans après le premier sommet de la Terre. On a fait un bilan justement du premier sommet de la Terre de 92. Puis ce bilan-là était négatif. En fait, les grands traités qui ont été adoptés en 92 au sommet de Rio sur les changements climatiques, sur la lutte contre la désertification, sur la biodiversité, n'ont pas été correctement mis en œuvre. Donc, en voyant ça, les membres des 193 États des Nations unies se sont réunis en 2012 et se sont dit, on pourrait peut-être s'inspirer d'un exemple qui a fonctionné, c'est-à-dire l'exemple des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, qui étaient de 2000 à 2015, dont le but était surtout de lutter contre la pauvreté dans le monde. Ça a été une réussite qu'on dit quand même parce que le taux d'extrême pauvreté était de plus de 40 en 1990, puis on l'a abaissé en bas de 20 en 2015. Donc, c'est comme ça qu'en 2012, les dirigeants mondiaux à l'ONU ont décidé de euh, bâtir sur le succès des OMD en attirant l'attention du monde sur le défi du développement durable. Puis après 3 ans de consultations et de négociations intenses, on peut l'imaginer, les Nations unies ont adopté en 2015 l'Agenda 2030 pour le développement durable. Donc, cet agenda 2030, il est constitué de 17 objectifs. Leur infographie les rend très faciles à reconnaître. Ce sont des objectifs qui sont universels, qui touchent à tous les grands enjeux de l'humanité euh, et qui se reposent sur deux grands principes. Ne laissons personne derrière, no one left behind, et ne travaillons plus en silo. Ces 17 ODD-là, on peut les placer en 5 familles, les 5 grands P. Donc, premièrement, on a le premier P qui est la prospérité, donc le premier pilier aussi du développement durable qu'on connaît, là, qui est l'économie. Ici, on retrouve 4 ODD, les 8, 9, 10 et 12. La deuxième grande famille, le deuxième grand P, c'est la population. Donc, ici, c'est le pilier société du développement durable. On retrouve encore plus d'ODD ici, donc la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, entre autres. Et puis, le troisième P regroupe tout ce qui a trait à la biosphère. Donc, c'est le P de la planète ou l'environnement, protéger les ressources naturelles et le climat pour les générations actuelles et futures. Le quatrième P, c'est la paix. En fait, donc l'ODD 16, c'est la paix parce qu'il faut un climat mondial stable pour pour réussir à atteindre les 17 ODD. Et le dernier P, c'est les partenariats. On ne peut pas y arriver seul. Il va falloir construire un système de solidarité mondiale pour l'atteinte des ODD. Moi, il y a une autre façon avec laquelle j'aime représenter les ODD et c'est le gâteau de mariage du Stockholm Resilience Center, donc le SDG Wedding Cake. J'aime beaucoup cette image-là parce qu'on place la biosphère, donc les 4 ODD de l'environnement, à la base de tout. Parce que, comme dit l'adage, No music on a dead planet, en fait, il n'y a rien du tout qui va se passer si on a une planète morte. Donc, la biosphère, ici, on vient vraiment la ramener à la base de tout. Euh,
pour ceux qui connaissent la pyramide des besoins de Maslow, les premiers besoins à répondre, c'est quand même de se nourrir, de se loger, de s'alimenter. Donc ça se fait grâce aux ressources de la biosphère. Donc, ça revient un peu aussi à dire que, comme l'économie du beigne, on a besoin d'une- de rester dans dans les limites planétaires pour pouvoir prospérer comme société humaine. Donc, oui, donc ça, je vous invite aussi à aller lire là-dessus sur le Stockholm Resilience Center. Leur site web est très intéressant. Bon, on a 17 grands objectifs, c'est bon, mais ce qu'il faut surtout regarder avec les ODD, c'est les cibles. Par exemple, si on a un projet de recherche qui est de pouvoir détecter rapidement la bactérie E. coli dans l'eau, bon, ben, c'est facile, c'est lié avec l'ODD6, l'eau propre. C'est très facile à relier parce que l'ODD6 est très large. On veut de l'eau propre et un assainissement pour tous. Mais quand on regarde au niveau des cibles, qu'on va un petit peu plus micro, on peut avoir un petit peu plus de précision. Donc ici, on voit que la cible 6.1 de l'ODD6, c'est d'ici à 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable. Donc, l'eau potable, pourquoi? C'est pour la santé, le bien-être de tous, c'est l'ODD3. Peut-être aussi que d'avoir accès à une eau de qualité plus proche, ça peut faire en sorte que, parce que dans plusieurs pays, traditionnellement, ce sont les femmes qui vont chercher l'eau, parfois loin. Donc, est-ce que d'avoir une façon de détecter E. coli dans l'eau peut nous permettre de trouver des sources d'eau qui sont plus proches et donc de demander moins d'efforts à ces femmes qui doivent aller chercher l'eau. Peut-être que grâce à ça, certaines filles vont avoir accès à l'école parce qu'elles ont plus de temps. Puis, ce qu'on vient de dire aussi, c'est qu'on veut que ce soit un coût abordable. Donc, on vient aussi toucher l'ODD1 de pas de pauvreté. Euh, donc, il ne faut pas regarder seulement les grands objectifs, il faut vraiment descendre au niveau des cibles quand on parle des ODD. Rapidement, je vous parle de ce tableau de bord, le SDG Index Dashboard, que je trouve très intéressant. Allez pas le visiter tout de suite, mais après la présentation, vous pourrez aller jouer dedans, mais ça nous présente l'avancement de chacun des pays par rapport aux ODD, par rapport à chacune des cibles même des ODD. Donc ici, par exemple, vous voyez le portrait du Canada. On peut voir pour chaque ODD si on est en train de réussir, si on l'a déjà réussi en fait, l'atteinte des cibles, ou si ça va pas très bien ou si c'est stable. Donc, par rapport à ça, justement, pour vous, j'ai des petites questions. Je vous remets le pôle. Euh, voilà, je vous mets trois petites questions pour savoir si, selon vous, en quelle position arrive le Canada à ce classement des pays? Est-ce qu'il arrive premier, cinquième, quinzième, 25e au monde? Je vous laisse répondre. Puis je vous demande aussi, selon vous, qui est le premier pays? Quel pays arrive en premier dans le classement? Est-ce que c'est la Suède, la France, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne? Allez pas voir sur Internet les réponses tout de suite. Je vous les donne, ça sera pas très long. C'est un petit quiz pour voir votre connaissance, mais aussi des fois, on a des idées reçues sur certains pays développés, puis leur réussite des ODD, c'est pas toujours donné. OK, c'est bon, on est rendu avec 20 réponses. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre. Intéressant. Ouais. Donc, je partage les résultats, mais en fait, je vous demandais je vous mets en fait le top 5 là, des pays au classement. Le premier pays, c'est la Finlande. C'est bien, la plupart des gens l'ont eu. 43% des gens ont voté pour la Finlande, donc bravo à tous ceux qui l'ont eu. Vous voyez ici les 6 premiers pays selon le classement le plus récent, je pense que c'est 2025. Le Canada, lui, arrive en fait en 25e. Plusieurs personnes l'ont mis en 15e, mais non, on arrive seulement en 25e. Je vous enlève le pôle. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi le Chili, l'Argentine, le Mexique en 72e. Je sais pas, mais je sais pas si le clavardage est ouvert, mais j'aimerais ça vous demander qui arrive en dernier selon vous, en 167e place. Vous pouvez l'écrire dans le clavardage s'il est ouvert. Corée du Nord. Salut Daniel. Ah, Daniel, j'aurais pensé que tu étais le seul à avoir la réponse. Je suis déçue. Arabie Saoudite. Oh, c'est bon.
Je vous laisse une dernière chance de trouver. C'est pas ça. Donc, le dernier pays, c'est en fait, c'est le Soudan du Sud parce que sont malheureusement dans une guerre terrible depuis des années. Donc, vous voyez à quel point la guerre, ça peut nuire à l'atteinte des ODD. Euh, donc, c'est pour ça que l'ODD 16 de la paix est très important. Donc, assez sur les ODD en général, je passe à la contribution universitaire aux ODD. Euh, pour moi, puis pour plusieurs, en fait, il y a quatre façons pour une université de contribuer ou de nuire à l'atteinte des ODD. Il y a par ses opérations, la façon dont il gère son organisation, ses bâtiments. Il y a par son leadership et les partenariats. Il y a la question de la formation et de l'enseignement. Et évidemment, les activités de recherche. Donc, je commence avec les opérations. Le personnel universitaire et toute l'administration de l'université ont la responsabilité de promouvoir le développement durable au sein de l'université, puis aussi en dehors. Mais c'est surtout la façon dont on mène nos activités en tant qu'organisation qui a une incidence directe sur le monde qui nous entoure. Comment est-ce qu'on utilise l'énergie dans nos bâtiments? Quel type de matériaux on choisit pour nos bâtiments? Comment on utilise l'eau? Est-ce qu'on fait de l'économie d'eau? Est-ce qu'on fait de l'économie d'énergie? Tout ça, ce sont des ODD qu'on va aller chercher avec la façon dont on gère nos universités. Mais aussi comment on se déplace, comment est-ce qu'on accueille les personnes qui sont issues de la diversité, sur quels critères on se base quand on fait des choix en approvisionnement ou quand on fait du recrutement de ressources humaines. Ça aussi, c'est beaucoup d'ODD finalement sur lesquels on peut avoir un impact quand on est dans l'administration ou la gouvernance d'une université ou de n'importe quel établissement d'enseignement de recherche finalement. Ça s'applique aussi à n'importe quelle organisation. Mais dans notre cas, ce sont les universités dont je voulais parler aujourd'hui. Ensuite, il y a la question du leadership et du partenariat. Il y a le secrétaire général de l'ONU jusqu'en 2016, Ban Ki-moon, qui disait que pour mener à bien l'agenda 2030, on devait rapidement passer de l'engagement à l'action et que pour ça, on aurait besoin de partenariats solides, inclusifs et intégrés à tous les niveaux. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que les universités doivent travailler autant avec les entreprises, les organisations, le public pour l'atteinte des ODD. Puis les partenariats, donc l'ODD 17, c'est super important parce que ces partenariats doivent être mutuellement bénéfiques avec leur communauté locale. Pas seulement dans l'université puis avec les autres universités, mais aussi avec le milieu où les universités sont implantées. Puis l'ODD 16 aussi nous rappelle que les universités doivent faire un transfert de savoir et de technologie. C'est essentiel pour y arriver. Donc, tout ça, ça fait partie des cibles de l'ODD 16. Il y a entre autres une cible qui vise l'accès public à l'information. Ensuite, les universités ont toutes sortes de ressources, comme les technologies, des ressources financières, des capacités, puis elles doivent les mobiliser et les partager. Elles doivent oui, c'est ça. Ils doivent les partager. Entre autres, elles peuvent trouver des ressources supplémentaires, utiliser leurs ressources pour aider les pays développés à remplir leurs engagements ou encore pour aider les pays en voie de développement à s'autonomiser ou aider les populations marginalisées à s'autonomiser, pardon. Donc, les universités sont en fait apartisanes, donc ils sont bien placées parce que elles sont bien placées pour parler à voix haute, pour faire des plaidoyers dans le public pour l'amélioration des ODD. Et puis donc, les universités peuvent facilement faire preuve et devraient faire preuve de leadership quand on parle de développement durable, surtout quand nos politiciens et nos politiciennes manquent de courage, ce dont je trouve en ce moment. Donc, les universités, selon moi, sont vraiment bien placées pour utiliser leur position unique de, 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 les universités ont comme un crédit ou une position morale dans la société qui fait qu'on peut utiliser cette voie-là pour parler.
Ensuite, il y a tout ce qui est formation et enseignement. Évidemment, les étudiants, les étudiantes, ce sont les citoyens et les citoyennes de demain. C'est donc le devoir des universités de les outiller pour le futur en leur offrant des connaissances, des compétences multidisciplinaires et aussi de la motivation pour faire face aux enjeux complexes du développement durable. Ça va aussi leur permettre d'être mieux préparés, entre autres, pour le marché du travail puis de devenir des agents de changement. Donc, notre rôle ici avec l'ODD4 est super important. Et puis, l'éducation supérieure est vraiment inscrite dans l'agenda 2030 comme une pierre angulaire pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Comment les professeurs peuvent-ils ou elles intégrer les ODD à leur enseignement? Ben, par exemple, en s'assurant que les étudiants qu'ils ont dans leur classe connaissent la pensée systémique, la pensée critique, en leur donnant des connaissances nécessaires, puis les compétences interpersonnelles, surtout aussi pour devenir des agents de changement. On peut aussi parler de valeurs avec nos étudiants, leur parler de leadership, leur montrer comment être des leaders positifs. Il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, moi, j'aime bien le principe des 7 générations, qui est un principe Mi'kmaq, ou probablement utilisé aussi dans d'autres nations autochtones. C'est de se demander, est-ce que les 7 générations qui me précèdent, donc mes ancêtres, seraient fiers de la décision ou du projet que j'entreprends aujourd'hui? Puis, est-ce que le projet ou la décision que je prends aujourd'hui va avoir des conséquences sur les générations futures? Puis, c'est de regarder même jusqu'à 7 générations devant nous, à quel point mon action aujourd'hui ou mon projet peut avoir des répercussions sur les 7 générations. Ici, je vous mets. Ah, puis j'espère que j'ai partagé le son. Est-ce que vous entendez si je fais play ici? Bonjour, je m'appelle Camilla Gordon, je suis étudiante au Est-ce que vous doctorat en entendez? sciences de l'eau à l'INRS. Parce que là, je ne vois pas les réponses. On entend, parfait. Je m'intéresse à la modélisation hydrologique, l'étude de la formation des glaces dans le sol et la cartographie des superficies inondables. L'intégration des objectifs de développement durable de l'ONU dans nos études est en fait très importante car ça nous permet de faire la recherche de façon plus responsable, toujours en considérant les effets et les implications de nos travaux sur les communautés dans un contexte aussi social, environnemental et économique. Et ces effets aussi sur l'environnement et les milieux de travail. Et aussi, lorsqu'on intègre ces ODD, on apprend à travailler de façon interdisciplinaire et toujours en train de chercher des solutions durables qui répondent aux besoins actuels. Et finalement, j'intègre ces ODD pour voir vraiment l'impact de nos travaux de recherche dans la société et aussi pour faire la recherche d'une façon différente. Merci. Donc, je voulais juste vous mettre ce petit témoignage de notre étudiante Camilla Gordon, que j'apprécie beaucoup, qui est au Centre Haute-Terre Environnement à l'INRS. Bonjour. Avant que ça recommence, je passe au dernier point, pardon, qui est probablement un des plus importants, qui est celui des activités de recherche. Euh, les activités de recherche, en fait, on peut les séparer en quatre. Euh, il y a évidemment le sujet ou l'objet de la recherche qui peut contribuer aux ODD, mais il y a aussi la méthodologie, la façon dont on fait la recherche. Il y a la question de la démocratisation des connaissances et puis finalement l'engagement social des chercheurs et des chercheuses eux-mêmes qui peuvent jouer un rôle dans la société. Donc, premièrement, sur le sujet de recherche, ben, on sait, les universités, c'est des véritables usines à solutions. Par l'objet de nos recherches, on peut développer des outils et des technologies pour régler les enjeux auxquels la société fait face aujourd'hui. Certaines recherches ont un lien évident avec les ODD et avec leurs cibles, puis pour d'autres, disons, dans le domaine de la science fondamentale, il faut vraiment regarder sur les applications possibles de la recherche
pour voir comment ils peuvent contribuer aux ODD. De plus en plus, en ce moment, depuis 4 ou 5 ans, on parle beaucoup de l'impact de la recherche dans les universités, un peu pour confirmer notre licence morale d'agir là, dans les universités. Donc, on regarde beaucoup comment l'application de la recherche fait en sorte que la société est meilleure. Je pense que les ODD, justement, la connaissance des ODD, ça nous permet de se questionner sur son projet en amont. Euh, pour regarder, pour prendre en compte finalement l'incidence de ces activités sur les personnes, sur les milieux, sur la société et possiblement améliorer son projet. Ça, c'est un petit diagramme là, que Daniel Forget de l'Université Laval et moi, on aime bien utiliser parce que c'est de dire que l'idée ici, c'est de favoriser les synergies. Donc, quand est-ce que mon projet euh, euh, en fait, entre en synergie avec un des objectifs de développement durable de l'ONU. Puis d'essayer d'éviter les antagonismes aussi. Fait que, par exemple, si mon projet pourrait avoir une application qui vient contrer, je ne sais pas, la paix dans le monde, parce que je viens de découvrir quelque chose qui pourrait être utilisé comme une bombe. Ben, mon exemple est très, très de base, mais vous voyez le genre, ce qu'on veut éviter, c'est les impacts négatifs, puis vraiment favoriser les impacts positifs. Comme ça aussi, on peut mettre de l'avant nos forces, puis essayer de travailler sur les faiblesses de son projet en amont. Puis ça, pour ça, il y a toutes sortes d'outils qui existent pour nous aider à analyser un projet de recherche par rapport aux ODD. C'est des petits outils faciles en ligne à utiliser. Il y a l'outil de cartographie des ODD de l'Université de technologie de Sydney que vous voyez ici à droite, qui est super facile à utiliser en ligne, puis pour lequel il y a une version en français qui a été faite par l'Institut EDS. Euh, Si vous voulez, j'imagine que je pourrais vous faire parvenir ma présentation PowerPoint, puis il y a tous les liens dedans. Il y a aussi la chaire en éco-conseil de l'UQAC qui a développé une grille d'analyse allégée qui est très facile à utiliser. Le SDG Impact Assessment Tool aussi, très, très, très rapide. Lui, il se fait en quelques clics. Puis, il y en a qui existent aussi dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de l'eau, le Water for All SDGs du partenariat français pour l'eau est très intéressant à utiliser pour analyser son sujet de recherche dans le cadre des ODD. Donc, comme je disais, l'impact de la recherche par l'application, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut regarder aussi, puisque moi, je trouve qu'on oublie vraiment souvent, c'est comment on fait la recherche. Parce que les pratiques et les méthodes de recherche, ça peut contribuer, mais ça peut aussi nuire aux ODD. Il y a plusieurs exemples là, que je peux vous donner rapidement. Par exemple, vous étudiez la réutilisation d'un produit en vous assurant ça c'est l'ODD 12, en vous assurant de tenir compte des habitudes de fonction, des habitudes de consommation des genres. Donc, comment les hommes ou les femmes ont des habitudes de consommation différentes. Donc, d'intégrer dans votre méthodologie, par exemple, de tenir compte du genre, ça fait partie d'une pratique de recherche qui intègre les ODD. Ensuite, si vous accordez de l'importance à valoriser toutes sortes de savoirs, donc les savoirs citoyens, les savoirs expérientiels, ça aussi, ça peut faire partie d'une bonne pratique de recherche si vous adoptez des pratiques de laboratoire responsables, par exemple, comme réduire la consommation d'énergie en fermant les hottes, essayer de réduire l'utilisation de matériel de plastique ou de matériel à usage unique finalement dans vos laboratoires. Si vous utilisez l'IA aussi, mais sans regarder d'abord les impacts sociaux et environnementaux de l'utilisation de l'IA, c'est peut-être pas une bonne idée. Si vous utilisez l'IA, donc pour avoir une bonne application de la recherche, donc l'objet de la recherche est positif pour la réalisation des ODD, mais que vous oubliez tout ce qui est consommation d'eau et d'énergie qui est fait par l'IA, mais là, vous oubliez que d'utiliser l'IA sans se poser de questions, ben, c'est peut-être nuire aux ODD 13, par exemple, des changements climatiques, ou 6, l'ODD sur l'eau. Il y a aussi toute la question des voyages aériens. Oui, vous participez à des conférences pour disséminer vos connaissances, partager le savoir, ça c'est bon, c'est l'ODD 16, mais si vous le prenez 10 fois par année sans réfléchir à optimiser vos déplacements, mais là, clairement, vous contribuez aussi au changement climatique, l'ODD 13. En fait, vous lui nuisez. Vous nuisez à l'ODD 13. Donc, c'est aussi important de regarder comment on fait sa recherche. Troisième point, c'est la contribution à la démocratisation du savoir. Évidemment, on veut éviter que la recherche soit tablettée. On veut, on veut plus que de la science ouverte. Par contre, on veut pas juste, ben voilà,
ma recherche est disponible sur le web, faites-en ce que vous voulez. Il faut essayer de faire de la science qui soit plus participative ou de la science citoyenne. Il faut s'assurer de co-créer avec la communauté qui va utiliser votre recherche. Faut co-créer avec eux pour qu'ils puissent s'en servir après et puis que réellement les résultats de votre recherche servent à améliorer la société. Donc ça, c'est les ODD 4 et 16 finalement. Il y a plein d'exemples de ça. Vulgariser ces recherches dans la communauté que vous visez. Évidemment, assurer la pérennité de vos données, pas juste un papier, un article scientifique qui peut être un peu difficile à lire ou aride, mais tu sais, aller le vulgariser, vous assurer que les données en arrière de votre papier sont disponibles. Ça aussi, c'est vraiment important. Finalement, c'est l'engagement social qui est le dernier point par lequel les chercheurs, chercheuses, puis là je dis chercheurs, chercheuses, c'est pas juste les professeurs, là, selon moi, c'est aussi les étudiants au cycle supérieur qui ont ce rôle-là. Euh, Si vous voulez passer de leader scientifique à agent de changement, ben, vous n'avez pas le choix d'incarner ce que vous promouvez. Est-ce que vous, on peut pas parler, par exemple, de changement climatique sans regarder soi-même ce qu'on fait dans notre vie personnelle, dans notre vie de tous les jours. Il faut être cohérent, en fait. Euh, Puis, il faut réellement s'engager pleinement comme individu, je pense, envers le développement durable. Euh, il y a plein de façons de le faire, ça. Vous pourriez faire du bénévolat, mais c'est pas tout le monde qui a le temps non plus de faire du bénévolat, mais juste vous assurer d'en parler autour de vous, partager vos valeurs, partager vos compétences personnelles, vos compétences interpersonnelles. Soyez un leader positif. Parce que pour changer le monde, ça va en prendre beaucoup. Tu sais, ça peut être aussi dans votre équipe de recherche, comment, si vous êtes un professeur ou une professeure, comment vous intégrez vos étudiants, vos étudiantes, votre personnel. Est-ce que vous regardez, vous portez attention, par exemple, à leur parcours non académique? Peut-être qu'une personne n'a pas des résultats parfaits dans tous ses cours à l'université, mais peut-être que cette personne-là a un parcours qui l'a amené, je ne sais pas, peut-être que cette personne-là est un amateur ou une amatrice de vélo d'hiver, parce qu'on a beaucoup ça ici au Québec, du vélo l'hiver, puis qu'elle peut s'avérer une ressource essentielle pour améliorer la mobilité durable, par exemple, dans votre équipe. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez aussi mettre l'accent, outre l'objet de vos recherches, c'est vraiment aussi comment on est comme personne, comment on agit, euh, comment on se positionne en leader comme individu. Mobilisez-vous, engagez-vous aussi pour faire changer les choses. Ça fait partie, je pense, du rôle de tous les individus au sein d'une université. Donc, je vais terminer là-dessus en vous disant, bon, mais comme j'espère que vous avez compris que mon point ici, c'était que les universités, en tant qu'organisation, elles ont un rôle à jouer, mais aussi que toutes les personnes dans l'université ont un rôle à jouer, que vous soyez réceptionniste à l'entrée ou professeur ou étudiant, tout le monde a un rôle à jouer. Incarnez les valeurs que vous promouvez. N'ayez pas peur de les dire, de les nommer, puis de les incarner pleinement pour changer le monde avec moi. Et je vais terminer avec une rapide dernière question. Euh, Hop, je voulais savoir si, à la suite du webinaire de ce midi, vous comptez entreprendre une action, soit chez vous ou au sein de votre université. J'espère que oui. Mais sinon, je ne vous blâmerai pas de ça. On n'a pas toujours le temps. La vie va vite. C'est bien, on voit plusieurs personnes motivées. Alors, c'est bon, il y en a déjà qui en font beaucoup, donc c'est merveilleux. Je vais arrêter le poll dans quelques secondes. Et voilà, et je partage les résultats. Donc, je suis contente de voir que la majorité des gens vont réfléchir à leur façon de faire et puis prendre action ou que plein de gens aussi en font déjà beaucoup. C'est une excellente nouvelle.
Donc, je termine en vous rappelant qu'il y a un webinaire la semaine prochaine, mercredi prochain, sur le même sujet en français et en anglais. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous invite à vous inscrire. Et puis, ça sera en ligne, évidemment. Et puis, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais je pense que je dois garder mon PowerPoint ouvert pour la traduction aussi. Oui, question oralement, oui, certainement, Stéphanie. Stéphane, pardon. Je ne sais pas comment activer les micros, par exemple. Je vais peut-être avoir besoin de l'aide de Anna Maria. Et oui, il faut lever la main, comme ça je peux Ah, ouvrir les micros de chacun. Mais oui, tout le parfait. monde peut participer. Tous peuvent participer. Donc, Stéphane, vous pouvez lever votre main. Donc, Stéphane peut parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bon, je m'appelle Stéphane. Moi, je suis de l'Université de Sherbrooke. Ça fait 26 ans que je travaille à l'université. Je suis diplômé de mon université. Je travaille en développement durable depuis 20 ans. Moi, bravo pour votre présentation. Il y a vraiment beaucoup de contenu là-dedans. J'espère qu'elle va être disponible parce qu'il va falloir vraiment que je prenne le temps de lire comme il faut, là, puis de vraiment bien tout comprendre, là, parce que moi, j'aime beaucoup ça, des présentations comme ça. C'est dense, il y a vraiment du contenu intéressant. Moi, en fait, là, c'est une question commentaire. C'est que moi, je suis vraiment un observateur de ce qui se passe dans les universités puis dans la société aussi. Moi, j'ai présentement l'impression que nos bonnes universités sont un petit peu déconnectées de la société. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les universités qui ne percolent pas dans la société. Moi, je serais bien curieux de savoir combien il y a de personnes dans la société qui savent que les objectifs de développement durable, ça existe. Comment je pourrais dire ça? Comment qu'on pourrait faire pour amener ça dans la société, puis que ça soit vulgarisé, puis qu'on puisse embarquer les gens, sortir un petit peu de notre position peut-être de cérébral, puis d'amener ça dans la société, puis de vulgariser ça pour que qu'il y ait un petit peu un contrepoids au climat actuel qu'il y a Mm. dans la société. Là, on nous laisse sous-entendre que ben, les objectifs de développement durable, ça a été créé à l'ONU. Là, on nous laisse sous-entendre que l'ONU, c'est une organisation qui perd du poids. Les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé, ils se sont retirés de l'UNESCO, ils se sont retirés de l'accord de Paris. Mhm. Donc, voilà, c'est ça ma question, mon commentaire. Je ne sais pas si vous pouvez. Oui. Ben, il y a beaucoup de choses là-dedans. Pour commencer avec les universités, en effet, là, je pense que je l'ai dit aussi un peu au début, je trouve également qu'on n'en fait pas assez. Je pense qu'on est tellement bien placé, les universités, pour avoir cette voix-là qui dirait, c'est réveillez-vous, là, il y a quelque chose qui marche pas. Ça fait 50 ans qu'on le sait que notre façon d'agir puis l'économie actuelle, comme on l'amène, ça marche pas. Ça a une fin, puis on le sait. Donc ça, je trouve en effet qu'on parle pas assez. Ça vient de plusieurs choses, probablement en premier lieu de comment on est financé. C'est sûr que nos financements viennent des gouvernements, donc on ne peut pas froisser personne. Il y a aussi la culture au sein des universités fait en sorte que les scientifiques n'osent pas toujours parler. Il y en a qui se sont fait réprimer aussi pour avoir parlé, là, disons, mais c'est pas encouragé. Le plaidoyer, là, le advocacy, c'est pas encouragé tant que ça par nos universités, malheureusement. Puis ça, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Là. J'ai beaucoup de papiers, d'articles scientifiques sur le sujet. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les envoyer, mais qui disent
les universitaires, selon plusieurs, devraient faire un petit peu plus de, je veux dire, activisme, là, mais c'est pas vraiment le mot que je cherche, là, en tout cas de mobilisation, de parler dans la société. Ça, c'est clair pour moi. Si les universités le font pas avec leur voix d'université, mais je pense qu'au moins les scientifiques devraient le faire comme personne. Euh, Après ça, pour ce qui est oui, des ODD dans le public, en fait, tu sais, c'est pas grave si les gens connaissent pas les ODD en tant que tels. Les ODD, c'est un concept, c'est un cadre conceptuel comme un autre. Ce qui est important, je pense, c'est de parler tout haut de nos inquiétudes puis de nos connaissances, par exemple, sur la crise climatique. Parce que ce qu'on se rend compte, puis ce qui est beaucoup dit, là, c'est que on pense qu'on est tout seul à penser comme on pense, puis c'est pas vrai. En fait, on est plusieurs à penser, mais seulement dans nos têtes ou dans des petits cercles, comme que quelque chose qui marche pas, puis que quelque chose doit changer, mais on n'ose pas le dire parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul à penser comme ça, mais je vous le dis, c'est pas vrai qu'on est tout seul. Fait que oser avoir cette conversation-là publiquement, commencer par vos amis puis votre famille, déjà, des fois, c'est un grand pas, tu sais, c'est pas un sujet qui est si commun que ça au souper de Noël, par exemple. Mais il faut commencer par ça, puis vous allez vous rendre compte que même des gens que vous pensiez qui étaient à des années-lumière de se soucier des changements climatiques, par exemple, c'est pas vrai. Dans le fond, ça les rejoint aussi. Ça les rejoint parce qu'ils ont des enfants ou parce que leur santé ou parce que, tu sais, il y a plein de raisons pour ça. Fait que la première étape, je pense que c'est d'en parler. Puis d'en parler à haute voix, vous servir aussi de vos réseaux sociaux, de LinkedIn, sans tomber dans la polémique, toujours en focusant sur le positif aussi. Ce qu'on veut pas, ce qu'on veut surtout éviter, c'est l'alarmisme, c'est de parler avec un sentiment d'urgence, puis on va tous mourir. Oui, on va tous mourir, ça c'est sûr. Mais je pense qu'en focusant sur le positif, en parlant des exemples positifs, puis de tous les impacts positifs que ça peut avoir, faire du développement durable, c'est comme ça qu'on peut ramener plus la conversation. Puis sinon aussi, je pense que c'est en parlant à nos élus politiques ou plutôt même aux gens qui veulent se présenter en politique parce qu'il manque cette voix-là en général. En Europe, ils sont un peu plus avancés là-dessus, mais puis je connais moins la politique de l'Amérique du Sud pour ça, mais tu sais, au Canada, il n'y a aucun pays vraiment qui s'affiche comme qui met vraiment l'environnement en avant ou dès qu'ils le font, ils sont un peu ridiculisés, mis en arrière, alors que ça devrait être à l'agenda des principaux partis politiques, là, selon moi. Fait que si on n'en parle pas, puis personne ne va en parler, c'est comme la loi du silence, là. Il faut vraiment en parler en premier lieu, je pense. Euh, Puis ça m'a fait penser à une autre affaire. Ah, aussi, ce qu'on peut demander aussi, c'est, vous pouvez écrire aux médias, si vous avez une émission radio que vous écoutez, par exemple, n'hésitez pas à leur écrire, et à leur demander pourquoi vous ne posez pas des questions d'environnement à vos invités ou à vos invités politiques surtout. Pourquoi c'est pas sur le sujet? Pourquoi on en parle juste dans des émissions spécialisées? Ça devrait faire partie de la grande discussion, autant qu'on parle de santé, puis d'économie, puis d'éducation, mais l'environnement devrait être là à la même place, selon moi. Surtout parce que c'est pas l'environnement seul. L'environnement, ça a un impact sur l'économie et la santé et l'éducation. Donc, je me suis un peu étalée. J'espère que j'ai répondu à la question, Stéphane. Oui, on a aussi une question de Alicia et Oui, après Stéphane. Alicia, je sais pas si le micro fonctionne pour la question d'Alicia. Ouais, puis il y a Daniel aussi dans le clavardage qui nous rappelle que va falloir commencer à penser tout de suite à l'après-ODD. Hein? Les ODD, ça se termine en 2030. Ça a pris vraiment beaucoup de temps de les mettre en place, mais là, ça va venir vite, 2030. Ah, Stéphane? Ah, ben, on a réactivé mon micro. Ben, je vais Ah, en profiter pour vous dire merci, c'était une très bonne réponse. Puis, le dernier point, c'est euh, les universités font partie de la société. Il faut rester connecté à la société. Puis, il faut surtout pas, euh, comment je pourrais dire ça? Il faut surtout pas ignorer ceux qui pensent pas comme nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens présentement, la tournure que ça prenne en société, il y a beaucoup de gens que qui se sentent pas écoutés. Il va falloir peut-être plus les écouter aussi, puis voir, comme vous avez dit, arrêter de focuser sur les choses négatives, puis voir
les objectifs du développement durable, ben, dans votre vie de tous les jours, c'est quoi qu'il y a de bien là-dedans que ça peut vous apporter? Mhm. Tout à fait. Je suis d'accord. Il y a personne qui a dans ses valeurs personnelles de détruire le monde ou d'être méchant avec les gens. Puis quand on leur présente les 17 ODD, personne ne peut être contre ça. Il y a toujours moyen de rejoindre les gens, peu importe nos positions, en abordant les objectifs derrière les ODD. Puis comme vous l'avez dit, il faut absolument éviter la polarisation. Vous avez raison, tout à fait. C'est juste qu'il faut les prendre un par un. Des fois, c'est un peu plus long. Fernando? Oui, Maxime. Bon, tout d'abord, de te remercier pour la présentation. Je pense que ça brose pas mal les portraits des enjeux de ODS. Et moi, c'est un commentaire. Évidemment qu'il ne s'agit pas de blâmer les universités, mais je pense, et non, non plus d'adopter la défense des universités, mais probablement que parmi les institutions euh, les plus présents dans la question des ODS sont les universités, oui. Parce que, c'est-à-dire, les ODS, c'est pas une question nouvelle dans les milieux universitaires. Donc, ça fait depuis des années qu'on parle du développement durable, qu'on parle de l'éducation pour l'environnement et toutes sortes de choses qui rejoignent la question des ODD, hein. Et, mais évidemment qu'il y a toujours des choses qui sont en manque. J'ai apprécié beaucoup les données qu'a mis Daniel Forget dans le chat concernant combien de temps que ça a pris pour le gouvernement pour créer à l'intérieur du ministère une unité qui Mm. soit responsable de recueillir l'information ou d'agir sur la question des ODS et combien de temps que ça a pris au niveau des universités. Évidemment que c'est-à-dire, quand c'est lancé en 2017, je pense, ça a pris au moins 3 à 5 ans, c'est la pandémie, et maintenant c'est tout le contexte de la guerre, donc évidemment qu'on n'arrivera pas au 2030 avec les objectifs qui ont été fixés euh, quand ça quand sont stipulés les ODD. Mais il y a une question que tu l'as mentionné aussi quand tu as mentionné la question de l'ancien directeur de l'Organisation mondiale de la santé, que je pense que c'est clé dans ce contexte-là, c'est la question de l'articulation. Oui. Mhm. Évidemment, ce n'est pas le milieu universitaire tout seul qui va faire bouger les trains. C'est pas non plus les entreprises ou les secteurs privés, c'est non plus les organisations de la société civile, pas tout seul le gouvernement, mais c'est vraiment une question d'articulation. Parce que dans plusieurs des initiatives, par exemple, qu'on voit que les universités sont en retard, mais plusieurs de ces initiatives, comme par exemple l'utilisation des énergies renouvelables, d'améliorer la performance de la consommation dans les universités. Dans plusieurs endroits, il y a par exemple des politiques publiques qui favorisent ce type de choses. Donc finalement, c'est comme une combinaison de je mets ça, je mets ici, tu fais telle chose. Donc c'est ça qui permet comme aboutir à un résultat. Donc je retiens dans ta présentation que la question, l'articulation, c'est vraiment un mot-clé pour aboutir à des résultats, hein. Oui, Et- merci. merci. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je profite aussi pour dire à nos participants qu'on va partager ta présentation et on va partager aussi l'enregistrement parce que ça, on les laisse dans notre site web, donc c'est accessible. Parfait. Merci beaucoup de l'invitation alors. Oui, non, c'était très intéressant. On a fait le lancement de ce programme-là, c'est-à-dire c'est de voir comment on peut promouvoir l'accès à des formations sur les ODD, hein. Et on a fait le lancement, on pensait d'avoir c'est-à-dire on a fait une invitation aux universités de partager des ressources de formation qu'ils ont déjà, hein. On pensait on allait avoir quelques petit projet seulement, mais on était étonné de voir qu'on a reçu plus d'une centaine de propositions
des activités formatives sur les ODD qui sont partagées, hein. Donc, on a fait un premier appel et je pense que ça va très bien. Toi, je pense que c'est la première activité, donc c'est vraiment important aussi pour nous. Et je pense qu'on continuera le programme parce il y a d'autres formations et dans des domaines complètement divers, complètement disparates, que c'est aussi très intéressant de voir comment ça atteint tous les niveaux de la société. Merci beaucoup. Gracias a todos y todas los hispanohablantes que se quedaron hasta el fin, al final. Bravo. Ok, bon, on promet que la prochaine fois, on va organiser une présentation en espagnol avec Maxime qui a Tengo que practicar entonces. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut arrêter là. Sinon, on est déjà sur l'heure de la présentation, donc je vais profiter pour te remercier encore, pour remercier tous les participants, oui. Et donc, je pense que ça a été très intéressant pour débuter notre programme. Comme je vous dis, on va vous partager la présentation et aussi les liens pour l'enregistrement. Donc, merci beaucoup et merci encore, Maxime. Merci, bonne journée.